Bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un témoignage assez important. Je l'ai déjà enregistré et j'enregistre cette introduction avant. Je vous invite à écouter ce témoignage jusqu'au bout parce qu'il y a plusieurs étapes. Ok. Vous allez voir au début, il y a beaucoup d'euphorie. Après, il y a un retour au calme avant d'aller dans quelque chose de plus profond. Et j'ai beaucoup apprécié de faire cet entretien avec Loïs. Je pense qu'il s'adresse à toute personne, que vous soyez encore en salariat ou que vous soyez un entrepreneur plus avancé. C'est quelque chose qui est intéressant parce que Loïs va nous expliquer le mindset qui le pousse aujourd'hui à avancer, à faire des deals que vous allez voir sont des deals, d'une certaine, importance et qu'est-ce qui le conduit à le faire? Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne d'Iluti Investissement, c'est Aurélien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Loïs sur la chaîne. Il va vous expliquer un petit peu son parcours. Alors Loïs a pris contact avec moi parce qu'il cherchait un accompagnement dans le cadre de son projet professionnel qu'il va vous détailler. Et je trouvais très très intéressant de le recevoir à l'étape à laquelle il en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a encore pas closé, mais il est en cours de closing. Et je ne lui en ai pas trop dit sur les questions que je voulais lui poser aujourd'hui. Il me posait des questions un petit peu, c'est quoi un petit peu l'objet de cet échange, etc. Je lui dis, tu verras. Voilà, je voulais vous présenter un peu son état d'esprit et son mindset parce que je le trouve très, très intéressant. Bonjour Loïs. Bonjour Aurélien, comment vas-tu? Bah, écoute, très bien. Aujourd'hui, tu vois, je suis en Croatie et c'est vraiment top de pouvoir se déplacer et de sortir du Covid. Euh, alors Loïs, dis-nous un petit peu là, qu'est-ce que tu fais actuellement? Quels sont les échanges professionnellement? Où est-ce que tu en es? Là, tu m'as contacté, c'était quand il y a 2 mois à peu près, je crois. 2 mois à peu près, oui. Ouais, voilà. Alors, dis-moi, pourquoi tu m'as contacté? C'était quoi ton intention quand tu m'as contacté et qu'est-ce que tu as fait depuis? Bah, écoute, c'est vrai que je t'ai contacté à la base parce que je me cherchais un petit peu, j'ai commencé donc moi j'ai un master en finance, un master de finance, d'une université, à Oxford et j'ai une expérience en finance donc dans des sociétés de gestion, sociétés de gestion d'actifs, une société de brokerage, donc on vendait des contrats, d'assurance vie pour des grosses sociétés pour placer leur excès de trésorerie sur ces contrats-là. Ensuite, j'ai travaillé pour une société, un hedge fund, comme on dit en anglais, donc qui était basé à New York, sur lequel on faisait vraiment des stratégies de trading assez poussées. Et j'étais responsable pour lever des fonds pour ce hedge fund. Et c'est vrai que je me plaisais pas trop dans ce job-là et je trouvais ça un petit peu redondant. Et le fait d'être derrière un écran toute la journée sans vraiment avoir une interaction humaine, entre guillemets, ça m'a un petit peu posé problème. Et du coup, puis surtout, j'avais des difficultés avec l'autorité, en fait. Et de là, j'ai toujours eu un bagage entrepreneur. Et vu que je me cherchais pas mal, je suis tombé sur ta chaîne. Et c'est vrai on entend souvent en ce moment, c'est un peu la mode de faire des stratégies roll-up, d'acheter des sociétés, de faire du roll-up et de les revendre, et de faire des millions comme, bon, voilà, Mhm. comme c'est vendu souvent sur Internet. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant parce que tu avais une approche un petit peu différente, une approche holistique et surtout sur le plan mental et le fait de vraiment se découvrir soi-même et ce qu'on a à l'intérieur et de pouvoir relâcher les freins qu'on peut avoir sur les différentes idées préconçues. Et donc, de là, bah, je me suis lancé en fait sur ma stratégie d'acquisition pour des sociétés dans le secteur du marketing digital. Moi, je suis vraiment orienté sur les États-Unis parce que je parle couramment anglais. J'ai un passé en finance, donc je pense que la crédibilité, elle est présente et c'est un peu plus facile pour moi peut-être de me lancer sur ce marché-là. Et donc, de là, j'ai commencé à prospecter, à faire à mettre des efforts en place pour trouver des deals. Et so far, so good. J'ai à peu près une vingtaine de deals dans le pipeline que j'ai analysé jusqu'à présent. J'ai eu une quinzaine de visio avec des cédants qui m'ont donné leurs financials, donc les bilans comptables, tout Mhm. ce qui est nécessaire d'avoir sur une société pour pouvoir l'analyser et la comprendre et pouvoir refaire la valorisation de la société, donc de l'analyse financière. Là, pour l'instant, où j'en suis actuellement exactement, bah, comme je te disais hier, j'ai envoyé une lettre d'intention à un cédant pour une société à 20 millions de dollars. Bon, il faut savoir que j'ai quand même un board derrière qui sera présent pour me soutenir dans une acquisition
qui est quand même relativement importante pour un premier deal. Donc, je suis d'abord passé par la création de mon board avant vraiment de me lancer dans la prospection, même si j'ai un petit peu fait les deux en parallèle pour ne pas perdre trop de temps. Et donc, voilà, c'est à peu près là où j'en suis. Sur mon board, je ne sais pas si tu veux que je détaille un petit peu les… Ouais, alors, en fait, pour que tu sois explicite, en fait, donc là, tu es sur un deal à combien tu nous as dit? qui est valorisé à 20 millions. OK, mais comment tu t'es autorisé à aller sur un deal à 20 millions alors qu'au final, tu es assez jeune, en plus, tu es en France aujourd'hui, tu es même pas aux États-Unis? Qu'est-ce Pour l'instant, qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'est quelle mouche t'a piqué à t'autoriser à aller sur, des bah, comment dire? J'ai toujours été assez audacieux, je pense, et j'ai toujours, eu, ce petit truc en moi qui veut toujours, viser plus gros, plus gros, plus gros. Et c'est vrai que j'ai commencé par analyser des deals qui étaient un petit peu plus petits, avec 1,5 million par exemple de chiffre d'affaires, avec des marges qui étaient quand même assez confortables. Mais c'est vrai que dans des configurations, dans cette configuration-là, en fait, on va vraiment être et prendre le rôle du cédant qui, dans la majorité des cas, est un opérateur du business. Et vraiment, dans mon optique et dans ma stratégie à moi, c'est vraiment pas d'être un opérateur du business. Je cherche pas un deuxième salariat. En fait, je veux vraiment reprendre une stratégie de private equity où vraiment j'ai mon board avec moi et je leverage, comme on dit en anglais. Donc, je fais effet de levier sur les compétences et le track record en fait de mon board pour pouvoir viser plus gros, tout simplement, parce que les efforts mis en place pour pouvoir faire un deal à 1,5 million, ils vont pas être beaucoup plus, ça va pas être plus important en termes d'efforts pour faire un deal de 20 millions qu'un deal de 1,5 million. Et la différence en termes de stratégie et de structure interne du business qui va devoir être mis en place, elle est complètement différente. C'est-à-dire que sur un deal de 20 millions, il y aura déjà un CEO, il y aura déjà un CEO, il y aura déjà un CMO, un CSO, un CFO. OK, OK, mais Donc, est-ce que comment on fait? Parce que du coup, c'est le prix de cession, il est de combien? le prix de cession est de 20 millions. La société est valorisée à 20 millions, mais le chiffre d'affaires, c'est 14 millions. Donc, et Voilà, c'est l'EBITDA, ça. c'est 2,6 millions. Donc, on a un multiple de 6,9 à peu près. Mais alors du coup, comment tu fais? Parce que toi, tu as quel âge toi aujourd'hui? 24 ans. 24 ans, mais alors du coup, tu as un apport énorme. Comment tu fais, hein, pour prendre un peu cette position de Alors challenger? après, Et des gens qui pourraient nous écouter, ils pourraient se dire, mais comment, enfin, OK, très bien, ça fait un peu. Est-ce que c'est vraiment possible ton histoire là au final? bon, après, possible ou pas possible, ça, je ne peux pas encore le témoigner. J'espère que ça sera dans une prochaine vidéo où on pourra ouvrir une bouteille de champagne pour en témoigner que le deal est bien closé. Mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas peur d'aller de l'avant sur des deals qui sont un peu plus gros, puisque j'ai mon board, comme j'ai dit, qui me permet, entre guillemets, de me sentir plus confortable pour aller vers ces deals-là. Maintenant, est-ce que c'est possible ou pas? Moi, je suis convaincu que c'est possible. C'est qu'une question de crédibilité, de confiance en soi et comme je disais, de leverager son board. Maintenant, sur le fait de l'apport, sur la question de l'apport, moi, mon but et ma stratégie première, c'est de mettre zéro de ma poche, à part les frais de la due diligence sur la phase de la due diligence Mmh. qui sont peut-être, si jamais le deal passe à l'eau, comme je te disais hier, qui seront de ma poche, mais le but, c'est que ce soit la société qui les paye. Mais sinon, à part ça, c'est que du deal structuring, comme on dit en anglais. Il faut être créatif, il faut analyser les rapports financiers et trouver des moyens de faire en sorte que tu mettes zéro de ta poche. Et la première stratégie à adopter, entre guillemets, c'est le crédit vendeur. Négocier avec le cédant pour qu'il fasse du crédit vendeur. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant à mettre en place. Pour ça, il faut un cédant qui est motivé à vendre. Mais bon, c'est vrai que c'est là où c'est intéressant aussi de viser des plus gros deals. C'est que sur les plus gros deals, les prochains acheteurs n'auront pas 20 millions à mettre de leur poche en apport personnel. Donc, il y aura forcément une part de crédit vendeur qui sera tout de suite mise en place. Le reste, ça va être du structuring, comme je disais, avec une part d'equity rollover, comme je te disais hier, où le cédant il peut garder un peu d'actionnariat dans la société. Après, c'est à toi d'être intelligent pour éviter qu'il ait du contrôle dans la société, de mettre en place des options, des choses comme ça, ou du phantom equity, comme on dit en anglais, ou voilà, d'autres petites astuces juridiques. Et finalement, après, c'est réussir à aller rencontrer des banquiers de certaines banques qui pourront faire des lignes de crédit tout simplement
Dans la stratégie, c'est vraiment d'avoir des lignes de crédit qui n'engagent pas la responsabilité personnelle. Donc, aux États-Unis, c'est du SBA 7A loan, comme on dit, 7A loan. Mhm. Là, on peut monter jusqu'à 15 millions de financement pour des sociétés, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on engage sa responsabilité personnelle. Donc, en fait, là, encore une fois, ça va être leverager mon board, aller voir des banquiers et négocier avec eux pour qu'ils me donnent accès à ces non-dits, entre guillemets, dans les banques où on ne le sait pas, mais ils ont des lignes de crédit unsecured, comme on dit, donc sans garantie personnelle. Donc, du basic commercial loan unsecured pour financer la part restante, en fait, qui serait un apport personnel pour des gens qui ont les moyens. Et donc, moi, ça serait un apport de la banque. Ok, et ça, c'est très intéressant ce que tu évoques là, pas dans ce que tu dis, mais dans la fluidité avec laquelle tu le dis. Parce que pour moi, une des clés de ton succès futur, mais pour moi, tu es déjà en succès parce que tu es déjà dans une démarche de réussite. Tu vas nous parler un petit peu du board, pourquoi tu as pris un board et puis les gens que tu as pris au sein de ton board qui t'ont déjà dit oui là. Mais la fluidité avec laquelle tu es démontre une seule chose, c'est ton alignement parfait entre toi et ton projet. Et pour accompagner quand même un certain nombre de personnes depuis un certain temps, même si je suis un jeune mentor, je sais pas, je fais ça, pas ça depuis 10 ans, mais je vois toujours les mêmes patterns, toujours les mêmes patterns qui ressortent dans les gens qui sont en réussite. C'est petit a un alignement parfait. Enfin, franchement, c'est très fluide pour eux. Ils te parlent du truc, ils pourraient t'en parler pendant 10 ans, vont tout est noyé dans ce qu'ils sont en train de t'expliquer, puisque là, je, moi, je pige qu'un mot sur deux sur ce que tu dis, même si je comprends le mécanisme parce que on est toujours sur les mêmes montages Bien sûr. en France ou en Europe. Enfin, c'est toujours, on est à peu près sur le même droit, donc les montages sont toujours à peu près les mêmes. Mais en tout cas, pour toi, c'est très, très fluide. Donc, tu es très, très aligné. Et ça, c'est une des premières clés qu'il faut retenir. Et souvenez-vous de ce qu'on a, du témoignage que j'ai fait avec Océane. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remettrai en description. C'est pareil, elle était très alignée. Elle a monté une chaîne TikTok, elle a fait 1,5 million de vues, et puis son business à elle, dans des proportions qui sont bien moindres que celles que tu vises aujourd'hui toi, mais c'est pas grave, elle est alignée dans son truc et puis, pour elle, elle obtient l'accomplissement parce que ce soit sur des gros Bien deals ou sûr. des petits deals, au final, ce qu'on va chercher, c'est un accomplissement, une réalisation personnelle et il y en a pour certains, ça va être des gros chiffres, un peu comme toi et moi et puis pour d'autres, ça va être parce qu'ils ont fait un super projet et c'est leur projet à eux, quoi et c'est un projet de cœur, en fait. Et ça ne vient qu'avec un alignement parfait. Et je le vois, j'ai plein de personnes en tête que j'ai accompagnées. C'est toujours cet alignement et cette fluidité. Parce que cette fluidité, et même pour moi, ça a été le cas aussi, c'est que ça va générer de la crédibilité, de l'assurance, je sais pas trop comment le dire, mais en tout cas, cette confiance qu'on va dégager, elle va se diffuser un peu comme une énergie, tu vois, un peu comme un soleil, ça va se diffuser auprès des personnes, ça va être très magnétique, après, pour attirer des gens et attirer des gens dans la confiance. Alors, justement, pour rebondir sur ce que je dis là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du board? Oui, tout à fait. Alors après, justement, ce qui est un petit peu marrant vis-à-vis du board, c'est qu'en fait, j'ai commencé sans board. J'ai commencé un peu à prospecter sans board et je me suis vite rendu compte que moi, en fait, je veux faire une acquisition dans le secteur du digital marketing et je n'ai pas spécialement de compétences en digital marketing. Et c'est là où je pense qu'il y avait un petit problème de base. C'est que j'aurais très bien pu, ça s'apprend, c'est pas un problème. Je suis quelqu'un, quand je veux apprendre quelque chose, je l'apprends et je ferai tout pour l'apprendre. Mais encore une fois, ce n'est pas le but d'obtenir un nouveau job. Alors, bien sûr, il faut que je comprenne mon écosystème, il faut que je sache de quoi je parle, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, sur les différents deals et surtout des plus gros deals, il fallait absolument que j'ai une crédibilité pour pouvoir acquérir ces deals. Et c'est là où le board intervient. Je me suis rendu compte qu'en fait, il me fallait absolument un board parce que quand tu parles avec un cédant, même sur des deals à 2 millions, qui c'est déjà quand même conséquent, mais même quand tu parles avec les cédants, eux, dans la majorité des cas, là, pourquoi ils veulent vendre leur société, c'est parce que soit ils veulent partir en retraite, ou alors parce qu'ils pensent qu'ils n'arriveront pas à emmener la société vers son réel potentiel. Et que ce soit la retraite ou la dernière raison, dans les deux cas, ça marche en fait. Et ils vont souvent, et dans la majorité des cas, je pense, et tu peux en témoigner, regarder ce que tu vas amener à la société en fait. Qu'est-ce que tu vas faire avec leur joujou quand tu vas avoir repris la société, leurs bijoux même, je dirais. Et c'est là où le board intervient, c'est là où je me suis rendu compte qu'il me fallait absolument un board. Et donc pour ça,
j'ai prospecté en fait en parallèle de prospecter pour trouver des deals. C'est de trouver des gens qui ont de l'expérience dans… Alors, tu as trouvé qui? Dis-nous voir un peu qui sont ces personnes. Alors, je peux pas citer les noms parce que Bien sûr, je suis sous NDA, donc sous mais donne-nous un contrat. petit peu leur calibre, je ne sais plus comment on dit en français, là, leur Ouais, ouais. pédigré. Alors, le premier, c'est mon chairman. J'ai deux chairman. Le deuxième, c'est encore en option. Et aujourd'hui, j'ai une discussion avec lui pour valider un petit peu le partenariat. Mais le premier chairman, il a fait plus de 1000 acquisitions avec des exits aux milliards de dollars. Il a déjà des sociétés dans le marketing digital. Le deuxième chairman, il possède un family office sur New York et il est évalué à peu près à 20 milliards de dollars en termes de transactions qu'ils font par an et depuis les dernières années. Ils ont plusieurs départements, etc. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, deux solides experts quand même dans l'industrie du M&A de manière générale, avec le premier qui est un petit peu plus orienté digital marketing, même s'ils font du SaaS, ils font de la tech de manière générale et pas mal d'autres secteurs. Maintenant, à ce niveau-là, ils sont secteur agnostique, comme on dit en anglais. Ils ne regardent plus trop le secteur dans lequel ils investissent à partir du moment où Mhm. le deal fait du sens. Après, j'ai deux industries expertes en anglais, donc deux experts de l'industrie du marketing digital en plus sur le board. Donc, il y en a, les deux ont des acquisitions et des exits ils ont un track record sur acquisition-exit dans le secteur du marketing digital. Il y en a un Ok, qui est plus, il y en a un qui est plus orienté grande stratégie, CEO, etc. Et le deuxième est plus sur le plan opérationnel, gestion et mise en place des équipes, structuration interne de la société, etc. Et le troisième, c'est encore en cours de négociation avec lui. Il est pareil, c'est un expert de l'industrie du marketing digital. Il a une société sur New York de marketing digital qui a signé. Lui, il est plus spécialisé dans le monde du sport, mais il a signé avec la NFL, FIFA, Bruno Mars. Vraiment mhm. un gros calibre. Il a même fait un SPAC avec une introduction en bourse. Ok, Donc, lui, ça serait plutôt, encore une fois, sur le plan opérationnel et driver la stratégie roll-up jusqu'à ce que potentiellement on fasse un exit pour un private equity ou une introduction en bourse, potentiellement avec, si on arrive à faire du 500 millions top line revenu, chiffre d'affaires, une introduction en bourse, ça se considère, ok. c'est pas aberrant. Et Et comment tu les as… Ouais, alors vas-y, tu peux dire la il dernière reste personne, mais Il vas-y. reste juste deux personnes. C'est un ex-partenaire de chez Deloitte, donc une grosse société mondiale d'audit qui a supervisé plus d'un milliard en transactions chez Deloitte, que je rencontre cette semaine. J'espère que ça se fera. Et donc, lui, il serait on board et ça serait plutôt lui sur tout ce qui est stratégie de comptabilité, expert comptable, analyse des deals, pouvoir trouver les petites choses cachées en fait sur les due diligence. Et le dernier, c'est un avocat expert en fusion-acquisition qui a sa propre boîte en Californie, pareil, qui Ouais, fait plus de milliards en transactions. Et en fait, c'est l'avocat du premier chairman. Et c'est lui ok. qui fait tous ces deals depuis plus de 10 ans. Mais alors, Voilà. comment tu les as contactés, ces gens-là? Parce que déjà, petit 1, comment tu les as contactés? Et petit 2, pourquoi ils ont dit oui, en fait? Selon toi, c'est quoi le… Je pense que, alors, comment est-ce que je les ai contactés déjà via LinkedIn? J'ai souscrit à LinkedIn Ah, ah, Sales Navigator. Et aussi, après, ça va être du bouche à oreille et le fait d'intégrer des réseaux, des groupes, de parler à des gens. Et de là, en fait, petit à petit, tu trouves ces gens-là. Bon, eux, c'était pas forcément facile de les avoir. J'ai dû un petit peu trimer. Je les ai contactés plusieurs fois. J'ai harcelé. Enfin, j'ai vraiment pas hésité, quoi. Et je pense que c'est ça qu'ils ont apprécié, c'est l'audace et la ténacité. Et ok, donc, tout simplement, avec des mails, en fait, hein, j'ai envoyé des mails avec des stratégies pour qu'ils ouvrent les mails et pas qu'ils les suppriment. Et pourquoi est-ce qu'ils ont dit oui? Je pense que pourquoi est-ce qu'ils ont dit oui? Tout simplement, c'est la préparation. C'est comment est-ce que tu pitches ton idée. Et c'est aussi parce qu'ils sont déjà passés par là et ils savent comment ça marche. Ils ont vu que j'étais motivé, et que je les ai harcelés, que je suis tenace et que, bon, en tout cas, je montre que j'ai envie que ce projet réussisse. Et aussi parce que je leur offre de l'equity, de l'actionnariat, pardon, gratuitement. Donc, en fait, ils viennent sur mon board pour de l'actionnariat gratuitement, alors que dans un modèle un petit peu plus classique, on va dire, ces gens-là, en général, on leur demande de l'argent
pour venir sur ton board ou pour venir dans ton projet. Moi, je ne demande pas d'argent, je demande juste leur expertise. J'ai Mhm. 24 ans, je suis qu'au début de ma vie d'entrepreneur et j'ai tout à apprendre de ces mecs-là. Donc, si je peux leur donner de l'actionnariat gratuitement pour apprendre et avoir un petit peu de leur expertise, tout ça en leur demandant le moins de temps possible. Ce n'est pas un full-time job pour eux. C'est vraiment, Ouais, bien sûr. on se rencontre une fois par mois, on fait un bilan sur les sociétés qui sont en train d'être, qui sont dans le D'être mise en pipeline place. et Mhm. prêtes à être acquéries. Et de là, ils donnent les grosses, les tendances, les guidelines à mettre en place pour pouvoir Mhm. que tout s'intègre en fait et merge en anglais, c'est fusionne. Euh, voilà, donc en gros, pourquoi est-ce qu'ils ont dit oui? Je pense que c'est la préparation, la ténacité et l'audace, hein, tout simplement. Ouais, ouais, alors c'est ça. Donc moi, je pense que on a dit donc la première, on a donné tout à l'heure la première clé. La deuxième clé pour moi de ce qui fait que ça va marcher, c'est ton niveau d'autorisation qui est très élevé, d'accord? Et ça, c'est entre autres pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est pour rappeler un petit peu à tout le monde que le niveau d'autorisation, c'est une des clés de la réussite en fait. C'est-à-dire que si on s'autorise pas à faire des choses, on peut pas obtenir les résultats, quoi. Et la troisième clé que tu as évoquée, sur laquelle tu es assez lucide, c'est ton niveau de ténacité, quoi. C'est-à-dire de vraiment de rester cranté à ce que tu veux faire, accroché et de renouveler, de renouveler, de renouveler. Que là se fasse ou pas, de toute façon, tu vas enchaîner et tu vas apprendre. Et de cet apprentissage, tu vas corriger. Et de cette correction, tu vas avoir des résultats différents jusqu'à ce que tu arrives au résultat voulu. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on travaille ensemble. C'est à chaque fois de faire le comparatif avec ce qui marche par rapport à ta zone géographique qui est les États-Unis, qui est une zone géographique très intéressante d'un point de vue business. Et puis également par rapport à tes capacités, ta volonté, ta vision actuelle. Ok, donc ça c'est super intéressant. Et puis, pour pas faire trop long, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on fait notre petite interview, mais pourquoi tu es venu à moi? Qu'est-ce que tu es venu chercher en fait en me contactant? Pourquoi tu m'as contacté? Tu penses que tu pouvais pas faire tout seul? C'est une question honnête, hein, on se l'est pas posé avant, tu me l'as jamais dit, mais Oui, c'est vrai. Ouais. pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi t'as pas fait ça tout seul? Pourquoi tu Bah écoute, ouais, je vais être honnête. Alors en fait, quand je t'ai contacté, comme je disais au début de l'interview, je me cherchais vraiment, j'étais dans une phase pas facile parce que, bon, bah voilà, quand tu as un diplôme de finance et que tu veux travailler en finance, bah, tu passes par la case, enfin, le chemin classique, entre guillemets, tu postules dans une grande banque si tu veux faire du M&A, tu fais du M&A dans une grande banque. Et puis ensuite, soit tu vas bosser dans un fonds de private equity, soit tu vas bosser dans un hedge fund. Mais je sentais que c'était quelque chose que j'avais pas forcément envie de vivre, pas parce que c'est pas intéressant, parce que c'est super intéressant, tu apprends énormément, mais plus parce que j'avais cette sensation que j'allais perdre du temps. On perd jamais du temps, mais que j'allais perdre du temps sur le fait que je pouvais faire ce projet moi-même, tout simplement en leverageant les skills de ceux qui ont déjà fait ça, justement, et moi en étant un petit peu le visionnaire. Alors du coup, quand j'ai vu, je cherchais un petit peu en fait en France parce que au début, j'étais un petit peu fermé, j'étais un petit peu bloqué sur le fait de me dire, OK, bah, je suis en France, je ne peux pas faire ça aux États-Unis, ça va poser des problèmes avec les visas, etc., même si c'est quelque chose qui va poser problème, mais je suis sûr que c'est quelque chose qui, encore une fois, qui va sauter, c'est qu'une barrière à lever, ce n'est pas un problème. Mais à ce moment-là, je me disais que c'était un problème. Et donc, je cherchais ceux qui proposaient des services en France sur justement cette stratégie, encore une fois, d'acquisition de sociétés, etc. Et j'en ai trouvé plusieurs, avec notamment deux qui sont des anciens d'HEC, qui ont travaillé en banque d'investissement, etc. Mais j'avais plus l'impression qu'ils avaient un schéma un petit peu classique, type moins personnalisé, un peu plus, tu vois, un peu plus business. Et moi, ce qui m'a plu avec toi, c'était plus l'approche personnalisée, holistique, et surtout le travail psychologique du relâchement de ses freins, etc., comme je disais au début. Et voilà, maintenant, est-ce que j'aurais pu le faire tout seul? Peut-être, sûrement, mais en tout cas, c'est pas ça. Je veux dire, j'étais obligé de passer par là et de passer par nos échanges, etc., pour me relâcher, me donner confiance aussi, etc. Je Parce que pense ce que qu'on peut dire aussi d'ailleurs sur ces échanges, c'est que sur les premiers échanges, on n'était pas là-dessus. Au premier échange, tu me dis qu'est-ce que je fais? Enfin, c'était plus dans une démarche, tu savais pas trop, est-ce que je fais aux États-Unis ou pas? Tu te souviens, oui, on avait ouais.
Tu te souviens de cette question? Tu me peux bon, alors c'est pas à moi d'y répondre, mais j'y ai répondu quand même. Je t'ai dit, Ouais, bien ça me sûr. paraissait assez évident. Puis tu vois, aujourd'hui, c'est très fluide, hein. Mmh. C'est très fluide sur les États-Unis, hein. Vraiment, c'est très Ouais, aligné, non, hein. Moi, j'ai l'impression, alors on n'a pas fini, mais j'ai l'impression que sur cette première phase, déjà, ça a été enfin, même les 2 premiers codes, ça a été un réalignement. Vraiment, tu étais dans une vision, puis en fait, il fallait aller là. Et maintenant, j'ai plus l'impression que ça va être de pas brûler des étapes, en fait, tu vois? mmh, C'est que maintenant, parce que, du coup, tu avances fort. Là, hier, tu me disais: «Bam, bam, bam, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça», et tu as vu, j'étais très très en recul. J'étais: «OK, j'écoute et tout», mais j'étais pas dans cette euphorie-là, tu vois? Parce que et voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un balancier. C'est-à-dire que et à l'inverse, et c'est plutôt l'inverse en règle générale, les gens qui sont, dans la retenue parce qu'ils osent pas avancer et tout, beh, là, tu vois, je vais rentrer dedans, puis je vais leur dire: «Bon, bah, non, là, on va rentrer dans une dynamique de mouvement». Même, physiquement, tu vois? On se mettre en mouvement, faire des activités. Toi, c'est plus l'inverse. C'est plus tu sais, c'est le yin et le yang, tu vois? le Et canaliser. ouais, c'est une canalisation, mais c'est très positif, hein. Moi, pour moi, c'est très, très Mmh. positif, hein, Oui, non, parce que justement, tu es dans une action très forte, ce qui est rare au final. En fait, tu es dans une autorisation très forte, ce qui est rare. Tu es dans une action très forte, ce qui est rare. Donc, du coup, ça m'oblige à faire un travail que je ne fais jamais, qui est plutôt de décélérer, tu vois, pour ouais, ouais. garder le moteur, tu vois, que le moteur ne s'emballe pas, en fait. Mais c'est bravo, hein, franchement. Ça fait, à chaque fois, je te le dis à la fin de nos Oui, calls, non, c'est vraiment bravo, parce que je trouve que ton approche, elle est audacieuse, et elle me plaît. Cette audace me plaît beaucoup parce que c'est ce qui manque, tu vois. Et en plus, on est dans une énergie en France qui est très, très négative actuellement. C'est la guerre, c'est mmh, machin, c'est l'État, c'est l'essence, c'est Macron, machin et tout. oui, Et oui, c'est ça. toi, du coup, alors, on va parler de ça maintenant. Il y a pas de repas gratuit. J'écoutais, Yann Darwin, il y a juste, hier là, et il disait: «Il y a pas de repas gratuit, il y a toujours un prix à payer». Et tu peux nous dire un peu, parce que tu m'en as parlé hier, et tu peux nous dire un peu c'est quoi le prix à payer de ça? Parce que c'est toujours facile de flamber un peu sur une vidéo, en témoignage et cetera, mais c'est quoi la Oui. le revers de la médaille de ça? Bah, encore une fois, voilà, sur le point de flamber, comme tu dis, moi, je flambe vraiment pas, hein. Ouais, ouais, Voilà, bien que ce sûr, mais soit bien clair pour tous ceux qui écoutent, c'est que là, pour l'instant, le projet sur papier et puis la façon dont je l'exprime, peut-être que ça paraît audacieux, ça paraît beau, et cetera. Mais pour l'instant, il y a rien qui est fait. Oui, j'analyse des deals, mais il y en a aucun qui a été financé. Oui, j'ai formé un board, mais pour l'instant, bon, voilà, il y a personne qui a vraiment, pulled the trigger, comme on dit en anglais. Bon, voilà, il y a rien qui est fait du tout. Tout est sur papier pour l'instant. Maintenant, je mets tous les efforts possibles pour pouvoir le réaliser. Et quand ce sera réalisé, voilà, je pourrais vraiment un petit peu plus flamber de manière humble, mais pas pour flamber, mais plus pour, bah voilà, pour donner et apporter un peu plus de matière en fait à mon témoignage. Mais et donc sur ta question, le revers de la médaille, bah, pour moi en tout cas, et parce que je me connais, et comme je te dis, c'était quand je t'ai contacté, j'étais un peu dans une période difficile parce que j'ai toujours eu des projets, j'ai toujours été un petit peu entrepreneur, mais je pense que ce qui me faisait souvent défaut, malgré le fait que c'était quand même, j'étais assez successful à mon échelle, qui était petite, hein. Ouais, bien sûr, ouais. À chaque fois que j'entreprenais quelque chose, je réussissais plutôt bien parce que je m'en donnais les moyens. Mais dès que j'avais des barrières ou des obstacles, en fait, je pivotais sur autre chose. Je trouvais quelque chose d'autre à faire parce que je me trouvais des excuses et je me disais: «Oui, mais non, là, c'était pas le bon truc à faire, il faut faire autre chose». Et ça, c'est valable pour tout, hein. C'est-à-dire que pendant mes études, j'ai fait plein de petits projets qui m'ont donné un petit peu d'argent, mais pas comme j'aurais pu avoir. C'est-à-dire que j'aurais pu les pousser bien plus et peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais même pas eu de master de finance, j'aurais été dans un de ces projets en fait. Et parce que à chaque fois j'avais des obstacles, je me disais non, c'est pas ça qu'il faut faire, reconcentre-toi sur tes études. Et en fait, je faisais ça, je faisais un peu le balancier comme ça. Et ça a été pareil quand j'ai fini mes études et que j'ai commencé à travailler en finance. Et en fait, je ne me trouvais pas. C'est-à-dire que bah voilà, j'ai commencé dans une boutique d'asset management, mais c'était pas terrible. Enfin, c'était bien, mais c'était pas ce que je voulais exactement. Puis je me suis trouvé des excuses. Je me suis dit, non, bah, tu es plutôt un sales guy, tu as besoin de vendre. Et c'est vrai, je pense que je suis quelqu'un qui aime bien le contact, j'aime bien vendre mes idées, j'aime bien persuader les gens que j'ai raison sur mon projet pour qu'ils participent avec moi. Tu vois, on le voit avec le board. Et donc, j'ai fait ce boulot-là. Mais encore une fois, tu vois, j'ai rencontré des difficultés. Et sur ces difficultés, je me suis dit, ah, mais c'est que c'est peut-être pas fait pour toi. Donc là, je suis allé dans un hedge fund. Et dans le hedge fund, bah là, j'étais trop derrière un écran. C'était trop mou. Ça me plaisait pas tellement, en fait. La seule partie qui m'a plu, c'était de lever des fonds. J'ai levé 2 millions. J'étais super content.
Mais je me suis dit, ben, je lui lève des fonds pour lui, pourquoi je ne le fais pas pour moi? Et c'est là où, du coup, je me suis dit, OK, prends le temps de réfléchir et trouve ce que tu veux vraiment. Et c'est là où bah, j'ai trouvé ce projet de faire de l'acquisition pour moi. Et entre-temps, en fait, j'ai vraiment beaucoup réfléchi sur le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui et le salariat. Et j'ai regardé un petit peu tous les plus riches de la planète. Comment est-ce qu'on devient riche? Tu peux être en finance, tu peux être partenaire chez Goldman Sachs, tu vas toucher 3 millions par an de salaire, mais à la fin du mois et à la fin de l'année, quand les taxes y tombent, tu vas payer 70% de taxes comme tout le monde. Et sur tes 3 millions, il va te rester que le reste et les miettes. Tu vois? Et je me suis dit, mais comment est-ce que vraiment je peux réussir et faire beaucoup d'argent? Parce que c'est vraiment mon but, outre la passion, etc., c'est de faire beaucoup d'argent. J'ai envie d'être confortable financièrement pour pouvoir avoir ma liberté, voyager dans tous les pays que je veux, etc. C'est vraiment, c'est mon but à long terme. Et, et bah pour ça, je me suis dit, mais en fait, il faut avoir sa propre société. Parce que tu vois, encore une fois, quand je regarde les bilans des sociétés que j'analyse, les mecs, en fait, ils touchent leur salaire, mais le salaire, il reste sur le compte en banque, en fait, parce que les voyages, ils passent dans la société, les voitures, elles passent dans la société, tout passe dans les sociétés. Et donc, ils font de l'écrasement de bénéfices et ils payent quasiment pas d'impôts. Et, Mais ma question, je me permets de te couper. Ouais, vas-y. et du coup, je bascule sur ta question. Euh, le revers de la médaille, c'est quoi? Le revers de la médaille, c'est que pour moi, en tout cas, ça a été de me dire, OK, bon, je veux faire ça pour ces raisons-là. Mhm. Quel est le prix à payer? C'est quoi le prix pour passer à l'action? Bah, le prix pour passer à l'action, je me suis dit, tu as trop fait le balancier sur plein de trucs à chaque fois. Maintenant, il faut se focus sur un seul truc et rien d'autre et te mettre en situation inconfortable. Donc, j'ai quitté tous mes jobs et je me suis dit, OK, maintenant, j'ai plus de rentrée d'argent. C'est soit tu closes un deal le plus vite possible, soit bah, tu te retrouves dans la merde. Et donc bah, là, aujourd'hui, je n'ai pas de job, je n'ai plus rien, je suis full-time dans ce projet-là. Et le revers de la médaille, c'est ça, c'est les sacrifices. Des amis qui me contactent pour sortir, etc. Moi, c'est non, je n'ai pas besoin de voir des gens pour aller boire un verre, même si ça peut être intéressant. Les seuls Mhm. moments où j'irai boire un verre avec des gens, c'est avec des patrons de société, des cédants, des banquiers, parce que maintenant, c'est vision tunnel jusqu'à ce que j'ai mes deals de fait et que j'accomplisse mes objectifs. Voilà. C'est un C'est peu ça le exactement revers de la ça. Et médaille. ça, tu le gères comment? Comment tu le vis émotionnellement, ce phénomène tunnel, là, cette phase tunnel, ouais. Ça n'a jamais été trop un problème pour moi parce que j'ai un passé de… J'étais boxeur pro, je suis allé en Thaïlande, j'ai commencé en France, après je suis allé en Thaïlande pour boxer au niveau pro, parce que là-bas c'est niveau pro quand tu boxes, si tu compares ça à la France. Et j'ai toujours été en fait dans une optique sport à fond, avec très strict, avec une hygiène de vie vraiment, tout était pesé, etc. Et j'ai toujours été en fait dans cette optique de tunnel. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Moi, c'est… Enfin, travailler le samedi, le dimanche, 8h, 20h, j'ai aucun problème, quoi. Et limite, je culpabilise quand je m'autorise un petit peu de temps, en fait. Alors, je sais, il faut que je m'en autorise et ça fait partie du process aussi de se récompenser soi-même pour les efforts qu'on fait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille encore un peu plus. Mais non, pour moi, le but à long terme est tellement motivant que j'ai aucun problème à faire tous ces sacrifices-là. Et voilà. Ouais, donc cette vision, beaucoup de discipline, en fait. C'est-à-dire qu'on a tous des monologues, OK? On a tous des monologues, mais c'est bien de se poser un monologue, mais de poser l'action pour aller dans ce tu vois, dans la phase dans laquelle on vise, en fait. Parce qu'on vise tous bah, je crois, en tout cas, j'espère que les gens qui nous écoutent visent, ont des objectifs de vie personnelle et professionnelle, mais c'est bien aussi de passer dans cette action. Mais cette action-là, elle nécessite des sacrifices. Et le monde, c'est plaisir et douleur. C'est toujours comme ça. Et c'est passer. Toi, tu as fait un choix seul, hein, c'est pas moi qui te l'ai conseillé, mais tu as fait le choix justement de prendre cette action de quitter ton emploi parce que justement la douleur devenait, pour voilà, que la douleur devienne très forte et de devoir passer à l'action pour sortir de cette douleur. C'est un chemin que tu as choisi. On va voir ce que ça va donner, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, cette vision, parce que moi aussi j'ai fait ça en fait. Ok. Et c'est un truc, tu vois, sur lequel je réfléchissais là, sur ces 2-3 derniers jours, j'ai fait ça aussi. C'est-à-dire que et je me rends compte que les gens qui commencent à avoir des résultats, on a à peu près tous le même parcours par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on a dû s'extirper des gens qu'on aime,
tu vois? C'est-à-dire Mmh. qu'à un moment, il y a eu ce besoin de sortir de ça pour justement aller là où on voulait. Là où on voulait aller, ce qu'on voulait faire. Tu vois, là, je te disais tout à l'heure, je suis en Croatie, mais je dis c'est pas ça pour rien, c'est parce que justement, on est en tour du monde, Ouais. actuellement. Voilà, donc ça, bah, évidemment, ça pose plein de questions, aux gens qui peuvent nous entourer et puis, et un peu comme toi, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'avoir des échanges qui soient des échanges dans ce que je suis, dans ce que je pense, dans mon identité et pas de parler, enfin, je peux parler d'Emmanuel Macron, mais tu vois, pas re-rentrer, dans cette énergie-là, tu vois, les problèmes du salariat, de machin et tout, je dis jamais salarié, tu vois? Sur lequel il faut, on est en gestion, mais tu vois, pas rentrer dans ces problématiques-là et ça, la douleur de ça, c'est que tu te coupes beaucoup, en fait, et tu te coupes tout le temps de tes réseaux sociaux. Et moi, je suis un animal social. Donc, c'est difficile pour moi parce qu'à chaque fois, tu vois, ça nécessite de faire une croix. Donc, je suis toujours très content quand je revois, mais voilà, j'aurais pu très bien prendre la position de me poser dans une ville en France, puis d'avoir un cercle d'amis, et puis de sortir et de faire la fête. Et j'aurais kiffé ça. Mais je sais que ça m'aurait complètement freiné sur une réalisation personnelle qui est la réalisation de vouloir, avancer dans mes projets et tu fait et on est beaucoup, en fait, à faire ce chemin-là et donc c'est normal, en fait, de rentrer là-dedans, mais c'est difficile. C'est pas forcément simple, c'est pas forcément, enfin, c'est C'est pas difficile. simple et je pense que C'est un chemin, en tout cas. c'est un petit peu obligatoire dans une certaine mesure, dans le sens où, c'est comme tu dis, c'est plus compatible à un certain stade. C'est-à-dire que, bah, si moi j'étais sur New York là actuellement et j'espère l'être le plus vite possible, je passerais mes journées, mes soirées à boire des verres, à aller manger avec des banquiers, à me faire inviter si possible, le plus souvent possible. Mais je passerais mon temps en fait à rencontrer des entrepreneurs, à m'inscrire dans des associations pour en fait toujours rencontrer des gens qui sont déjà passés par ce que je veux faire Mmh mh. et de qui je peux m'inspirer en fait et m'élever, toujours m'élever. Mmh, Si mmh, je mmh, prends mmh. l'exemple des gens de mon âge, de 24 ans, bon, bah, leur passion actuellement, s'ils sont encore à l'université ou pas, mais les trois quarts, c'est tous les soirs ou tous les week-ends, ils se retrouvent avec les copains, ils se mettent une petite cuite, c'est marrant, on va en festival ou des choses comme ça. Moi, ça m'excite pas du tout en fait, parce que Mmh ça mh. m'éloigne de mon goal et c'est une énergie négative en fait. Moi, je Mmh. vois ça comme un capital d'énergie qu'on a tous et la façon dont on l'utilise et la façon dont on le fait rayonner sur les autres personnes autour de nous, eh ben, ça nous coûte ou ça nous ajoute de l'énergie. Et moi, je veux vraiment ajouter de l'énergie à mon panier et pas en retirer, en fait. Mmh mh. Ouais, ouais, c'est un mindset. Après, je sais que Ça cette varie, bien sûr. vision-là, elle est aussi, on pourrait tout à fait argumenter dans l'autre sens. Enfin, tu vois, il y a Oui, plein non, de bien sûr. façons de C'est voir, mais une autre c'est discussion. pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'en choisir une et de le faire et voilà. Ouais. C'est plutôt que d'être dans la réflexion de se dire: «Attends, voilà, bah, au final, je vais sortir et puis je verrai bien». Toi, tu t'es fixé un cap, un objectif et cet objectif, il Oui, est comme voilà. tu as dit, tu veux gagner beaucoup d'argent, tu veux être, à l'aise, financièrement, voilà, et ça nécessite de poser des actions. Alors après, on pourra toujours te dire: «Bah oui, tu as eu beaucoup de chance, bah oui, machin». Oui, mais vous voyez pas le parcours et c'est pour ça que je voulais le faire maintenant là. C'est OK. cet échange-là, je voulais le faire maintenant parce que il en fait, parce que des fois, la step, elle est trop haut. Quand tu interviews des gens qui sont en grande réussite et cetera, quand toi, tu l'es pas, et ben, tu dis: «Oui, bah, c'est bien». Mais toi, on voit que tu vois? Puis tout à l'heure, tu es revenu, tu as dit: «Oui, mais attendez, pour l'instant, rien n'est fait et cetera». Oui, Mais le oui. mindset, il est là. Le mindset, il est posé et lui, on te l'enlèvera pas, tu vois? J'espère. Ouais, ouais. Mais lui, on te l'enlèvera pas et l'action répétée, on t'enlèvera pas non plus. Donc le résultat, il arrivera. Pour moi, c'est sûr et certain. Voilà. On va bosser pour, en tout cas, hein, et on bosse pour, ouais. Merci, Loïs, pour cet échange. C'était top de faire ça Avec avec plaisir. toi. Je suis très content de t'accompagner, en tout cas, sache-le. Ça me fait, vraiment plaisir. Puis Moi aussi, j'aime c'est bien nos cool. échanges, j'aime bien ta façon de penser, donc c'est top. OK, bah, super. Moi, je suis content Voilà, aussi. OK. Voilà, chers amis, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de suivre le canal Telegram, blablabla. Vous avez tout en description. Je vous dis à bientôt. Ciao.